Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, présents dans la salle Alfred Grosser ou devant vos écrans. On a plus de public d'ailleurs aujourd'hui connecté par Zoom que dans la salle parce qu'il y a la grève à Paris. Bienvenue à notre table ronde organisée en collaboration avec l'association Réalité et Relations internationales et l'Observatoire de la vie politique internationale Boulevard Extérieur. Cette manifestation porte l'intitulé « L'avenir de l'Europe vers une transformation profonde ». Pour l'un de nos intervenants de ce soir, Guillaume Clossat, fondateur du laboratoire d'idées Europa Nova, l'Europe a été confrontée depuis le début du millénaire à pas moins de 10 grandes crises. Elle a fait montrer dans l'épreuve d'une très grande résilience, alors que, je cite Guillaume Clossat, l'URSS s'est effondrée pour moins que cela et que la société américaine est fragmentée par une unique crise. Fin de citation. Force est de reconnaître que l'Union européenne a su réagir lors des crises majeures de ces dernières années en développant des nouveaux instruments de solidarité, comme dans le cas de la crise financière de 2008 ou dans celle du Covid. La Commission a aussi été amenée à coordonner les politiques qui, jusque-là, relevaient exclusivement des États membres, comme les questions sanitaires. L'impression prévaut, toutefois, que le processus décisionnel communautaire touche à ses limites, notamment en raison du nombre élevé d'États membres qui constituent l'Union et de l'aspect hautement politique et régalien de certaines décisions à prendre, comme en matière de politique étrangère, de fiscalité ou de sanctions vis-à-vis de pays tiers. Cette impression est encore renforcée par l'attitude de certains États membres qui se servent de la règle de l'unanimité comme moyen de chantage pour bloquer des procédures en infraction des traités engagés à leur encontre par la Commission. Le 9 mai 2022, lors de la clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe, le président Macron a appuyé la résolution du Parlement européen qui avait appelé en avril à la révision des traités de l'Union européenne. Parmi les axes concernés par cette révision figure un pouvoir d'initiative étendu pour le Parlement de Strasbourg et l'extension de la règle du vote à la majorité qualifiée pour les questions liées à la politique étrangère, la défense, la fiscalité, l'environnement ou l'enseignement. Si la présidente de la Commission a appuyé cette initiative, 13 États membres d'Europe centrale et orientale ainsi que de la Baltique ont exprimé leur opposition au projet à un moment où la guerre en Ukraine met en évidence la nécessité d'une plus grande cohésion et d'une capacité de réponse plus rapide en période de crise de la part de l'Union européenne. Y a-t-il des chances pour que cette révision puisse avoir lieu un jour? Si non, les politiques renforcées regroupant un nombre limité de pays pourraient-elles constituer un élément de réponse, même partiel? La mise en œuvre des propositions élaborées par les citoyens lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe nécessiterait, elle, une révision des traités. Pour évoquer ces questions cruciales et d'une grande complexité et bien d'autres, nous avons fait appel à d'éminents spécialistes des questions européennes que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Madame Pascale Joannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a le rapport Schuman sur l'Europe et l'état de l'Union 2022 sur la table de vente de livres devant la salle. Ensuite, il y a Monsieur Eric Bonze, journaliste indépendant installé à Bruxelles, créateur du blog Lost in Europe et que nous avons eu le plaisir d'accueillir à plusieurs reprises à la Maison Heinrich Heine. Ensuite, Monsieur Guillaume Clossat, fondateur et maintenant président d'honneur du think tank
Europa Nova. Monsieur Closa s'intéresse de très près aux médias et au numérique. Il vient de publier un ouvrage intitulé « Fierté européenne, manifeste pour une civilisation d'avenir ». Et je sais que le petit livre, mais d'un contenu très dense, est déjà épuisé dans les librairies et il a un avenir peut-être dans l'autre domaine comme livre du prix européen. Oui, il est finaliste au prix européen du livre. D'accord, très bien. Je crois que vous en avez quelques-uns, donc vous avez les derniers exemplaires disponibles. Tout à fait. L'animation du débat sera assurée par David Capitan, professeur de droit public à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et président de l'association ARI. Je le remercie et lui passe la parole. Merci beaucoup, Madame la directrice, chère Christiane, de ces propos introductifs et surtout de nous donner l'occasion de discuter dans cette série de conférences que nous organisons avec Boulevard Extérieur et avec l'association Réalité et Relations Internationales, de nous intéresser à ce sujet d'actualité de la révision des traités. Alors vous en avez déjà beaucoup montré la complexité de cette question. Chacun d'entre nous a en tête évidemment les grands traités de l'Union européenne. Sans être spécialiste, tout le monde connaît le traité de Rome. On a encore en mémoire le traité de Maastricht et les conditions de son adoption en France. Et puis bien sûr le traité de la Constitution européenne qui n'est pas abouti, le traité de Lisbonne, le plan B. Donc ce sont des sujets que nous avons évidemment un peu tous en tête. Et puis alors maintenant voilà qu'on veut de nouveau modifier les traités. Alors, ce qu'on peut se poser comme question, on n'est pas un spécialiste, c'est que, évidemment, le personnel politique, aujourd'hui, veut faire des grands travaux. Dès qu'on a un nouveau président de la République, il faut qu'il fasse un musée, un pont, quelque chose. La révision constitutionnelle, maintenant, fait partie aussi des musts de tout moment politique. Alors, est-ce que la révision des traités, c'est un petit peu la même chose? Est-ce que c'est quelque chose qu'on sort de sa poche pour amuser la galerie en disant, ben voilà, il faut parler de l'Europe, donc on va réviser les traités? C'est une question légitime. Elle se pose dans des termes différents en France, en Allemagne, et pour ça qu'il est très heureux qu'on puisse la traiter au sein de la maison franco-allemande, ou de la maison allemande plus exactement, mais à Paris. Alors, vous l'avez dit, avec 3 spécialistes, on devrait arriver à donner quelques éléments de réponse pour savoir si c'est un vrai thème, pourquoi il est important et dans quelles conditions. Et je veux peut-être me tourner d'abord vers Pascal Joannin. C'est cette question de la révision des traités. Est-ce qu'elle plonge ses racines vraiment dans une réflexion qui a déjà été nourrie par des enceintes diverses. On a parlé tout à l'heure de la conférence pour l'avenir de l'Europe qui a rendu son rapport il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, quelles sont les chances d'arriver et de quelle manière peut-on mettre en œuvre éventuellement une telle réforme? C'est une très très bonne question. Merci David de la poser. Alors, moi je vais revenir un tout petit peu puisque tu as commencé par les traités de Rome. Donc la Fondation Robert Schuman. Schuman, c'est le père de l'Europe, 1950, 9 mai. Donc le premier traité, c'est le traité de Paris. Ça commence comme ça. Et on voit que depuis 72 ans, puisque ça a été signé en 1950, l'Europe s'est beaucoup transformée, s'est beaucoup progressée, elle s'est élargie, elle a de nouvelles compétences, nous avons une monnaie que nous partageons, qui n'était pas là au début, donc nous avons aussi eu un État membre qui est parti, donc nous avons beaucoup transformé l'Union, et on l'a transformé avec 11 traités en tout. Hein. Il y a eu 11 traités. Oh, tu en as cité quelques-uns, David. Je ne vais pas faire la liste, hein, ça serait un peu trop fastidieux. Mais nous avons 11 traités constitutifs de l'Union européenne qui ont été rassemblés aujourd'hui dans ce qu'on appelle le traité de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui sont donc le traité de Lisbonne et qui permettent, tant bien que mal, à cette construction assez iconoclaste de travailler. Alors pourquoi iconoclaste? Parce que si on regarde la scène internationale, on s'aperçoit qu'il y a des États et que nos partenaires extérieurs sont des États, qu'ils soient amis ou moins. Hein. On peut parler de la Russie, on peut parler de la Chine, on peut parler des États-Unis, États fédéraux ou pas. Ce sont des États. Et puis l'Union européenne, c'est une union librement consentie. Alors en droit international, ça pourrait faire l'objet d'un grand débat, puisqu'en effet, ça n'est pas un État. C'est 27 États souverains qui ont décidé depuis 1950 de mettre dans un pot commun un certain nombre de compétences.
Alors, le problème des compétences propres à l'Union, elle n'a pas beaucoup évolué depuis le début, hein. Il faut bien se rendre compte que ça reste très partial. Il y a la concurrence, il y a le commerce, il y a la politique agricole et les pêches. Et puis le reste, c'est des compétences surtout partagées. Et ces compétences partagées, donc il faut que ça soit négocié entre les institutions européennes, qui sont supranationales. C'est un mot qui est un peu qui hérisse certains. Et puis des États nationaux. Donc c'est un échange. Les États nationaux sont représentés dans une institution qui s'appelle le Conseil, dont vous avez peut-être entendu parler. Le Conseil, c'est la réunion des ministres. Donc les ministres qui forment l'exécutif dans un État membre sont le législateur, la Chambre haute, le Sénat si vous voulez, pour attacher ça à une institution française, le législateur au niveau européen. Et donc, aujourd'hui, on a une chambre qui est constituée de ministres et qui change en fonction de l'actualité. C'est-à-dire, il y a la réunion des conseils des ministres des Affaires étrangères, elle avait lieu hier. Il y a la réunion des ministres des Affaires européennes, elle avait lieu aujourd'hui. Il y avait la réunion des ministres des Affaires agricoles. Donc, à chaque fois, vous prenez le ministre français, il va rencontrer ses homologues qui ont le même portefeuille dans les 26 autres États membres, plus un représentant de la Commission qui est en charge de ce dossier, etc. Donc, vous avez... voilà comment ça se passe. Vous élisez depuis 1979, et le président Giscard d'Estaing, les députés européens, donc la chambre basse de l'institution européenne, qui siège à Strasbourg actuellement, session plénière, au suffrage universel direct. Chacun, en fonction de la population de ces États, vote pour un certain nombre de députés. Les dernières élections ont eu lieu en 2019. Les prochaines auront lieu en mai 2024. Et puis, vous avez la Commission européenne. La Commission européenne qui est beaucoup critiquée quelquefois, soit parce qu'elle fait trop, soit parce qu'elle fait pas assez, et parce que, comme j'allais dire, dans un gouvernement chez nous, on a l'impression qu'elle est... si le Conseil, c'est les gens qui ont été élus par les personnes nationales, et donc les ministres sont là parce qu'il y a eu une majorité au sein des États membres, si en effet les députés ont été élus au suffrage universel direct et représentent en effet le souhait des citoyens, cette commission fait surtout... bande un peu à part, puisque c'est l'institution supranationale dont je parlais tout à l'heure, qui a été mise en place dès le traité de Paris par les pères fondateurs, et qui ont composé d'un certain nombre de membres, mais qui sont alors qui ont une légitimité, mais qui est difficile à comprendre, puisqu'ils sont là en fonction du résultat des élections européennes. Voilà, qu'ils sont nommés, proposés par les chefs d'État et de gouvernement. On dit tiens voilà le commissaire français ça va être machin, c'est le président français qui propose, et inversement pour l'allemand c'est le chancelier allemand. Donc et puis tout ça est quand même lié à une légitimité indirecte, puisque tant la présidente, on a une présidente aujourd'hui, alors je vais le féminiser, la présidente de la commission, que tous les commissaires sont auditionnés par le Parlement européen, et ils sont nommés après en effet avoir reçu une approbation du Parlement européen. Donc voilà, donc c'est quand même une légitimité qui est un peu indirecte, mais qui existe. On ne vote pas. Il y a beaucoup de pays où c'est le cas. On ne vote pas directement pour le président de la Commission européenne. Alors, il y a des travaux qui existent pour dire, eh bien, il faudrait qu'en effet, ce président qui a des velléités à être chef de la Commission soit élu par les citoyens. Le problème, c'est qu'il est forcément d'un État membre, et qu'aujourd'hui, le Parlement européen, on vote dans un cadre national. Donc, si on prend Madame von der Leyen, qui n'était pas candidate, elle serait candidate en Allemagne, donc elle serait peut-être élue par les Allemands. Mais les Français diraient, qui est Madame von der Leyen? J'ai pas voté pour elle, puisque moi, la tête de liste, c'était X, Z, en tout cas, c'était un Français. Et inversement, les Grecs votent pour des Grecs. C'est compliqué, puisqu'il n'y a pas un vrai scrutin supranational, avec une campagne où il y a une liste, je sais pas moi, à droite, à gauche, avec tant de parlementaires, et puis d'abord parce qu'il faudrait faire campagne dans les 24 langues de l'Union,
Alors ça aide un peu. Alors beaucoup de gens ici parlent allemand, on peut parler anglais ou français. Mais bon, les citoyens, ils parlent d'abord leur langue, donc ils veulent qu'on fasse campagne dans leur langue. Donc il faudrait régler ce problème technique de savoir comment un candidat qui veut prétendre à la commission et qui n'est pas originaire du pays indiqué puisse faire campagne et soit compris par tous les citoyens, à la fois en Hongrie, en Pologne, en Grèce ou en France s'il n'est pas français. Donc voilà. Donc il y a des difficultés un peu matérielles à organiser tout ça. Néanmoins, j'allais dire, ça fonctionne depuis 72 ans. Voilà. Donc, on peut critiquer l'Europe, ce machin, on peut dire que c'est pas un État, mais ça marche. Je prends 2 exemples rapidement et après je viens encore au sujet. Vous avez aujourd'hui des réunions de groupes d'États. Il y a le G7. Quand vous regardez la photo, il y en a 9 sur la photo. Il y a les 7 États membres, et puis vous avez 2 personnes qui sont les représentants de l'Union européenne. Voilà. Alors ils sont 2 parce qu'il y a le Conseil européen, qui a été une institution aussi inventée par le président Giscard d'Estaing et qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, et dont la prochaine réunion est d'ailleurs jeudi et vendredi, pour donner une impulsion politique quand c'est un peu bloqué. On se dit que les chefs d'État vont changer du tout. Alors c'est les chefs d'État et de gouvernement, parce que les chefs d'État, il n'y en a pas beaucoup au Conseil européen, il y en a 3 ou 4 de mémoire, dont le chef de l'État français. Le reste, ce sont les chefs de gouvernement, les premiers ministres, chanceliers des pays qui sont membres. Et puis vous avez le G20, qui a été créé après une crise, là, il y a une vingtaine d'années. Vous avez 19 États, et puis vous avez le 20e, c'est l'Union européenne en tant que telle. Voilà. Donc, c'est pas mince, parce que cette Union européenne, aujourd'hui, quand bien même elle n'est pas un État, est une force économique, puisque nous avons construit la communauté économique du charbon et de l'acier, la première, la communauté économique européenne, qui est devenue l'Union européenne, et donc on a fait beaucoup en matière économique. Et sur le poids économique, l'Union européenne, les 27 États membres qui la composent, sont aujourd'hui une force économique importante. Quand vous allez en Chine, ils savent économiquement ce qu'est l'Union européenne. Et les 3 grands, on va dire, c'est les États-Unis, la Chine et l'Europe. Voilà. Alors pas la France toute seule, pas l'Allemagne toute seule, l'Union européenne. Le PIB des 27, reste un des grands PIB du monde. C'est un endroit où il fait bon vivre, où la qualité de vie est bonne, etc. Et si on a en effet des tas de gens qui veulent venir nous rejoindre, soit par l'élargissement, soit par des questions migratoires, on voit bien parce que c'est un endroit développé avec en effet une qualité de vie et donc on attire beaucoup de gens. Donc voilà, une fois que j'ai dit ça, aujourd'hui, on est en 2022, il y a en effet toujours besoin de réfléchir à ce que va être les prochains développements de l'Union européenne. On ne peut pas se satisfaire du statu quo. Il y a comme je vous l'ai dit, il y a très peu de compétences propres à l'Union européenne. Et on voit depuis, en tout cas le début du XXIe siècle, que nous avons en effet eu plusieurs crises. Alors, il y a eu la crise des subprimes américaines qui est arrivée chez nous. Nous avons eu la crise de la Grèce et du fonctionnement de la zone euro. Nous avons eu la crise migratoire, la crise sanitaire. Et nous avons aujourd'hui quelque chose pour lequel on s'était fait l'Union européenne en 1950, Schuman, Adenauer et les autres. C'est plus jamais la guerre. Et donc, c'était le mot paix qui était dominant en 1950. Nous avons la guerre, non pas sur le territoire de l'Union européenne, mais nous l'avons aux portes de l'Union européenne. Je rappelle que l'Ukraine a des frontières avec 4 États membres de l'Union européenne, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Donc, nous sommes bien, et nous avons donc des réfugiés qui sont d'abord dans ces 4 pays, avant d'être aussi en Allemagne, en France, etc., notamment des femmes et des enfants qui ont fui la guerre, puisque vous avez vu encore ce matin, etc., il y a des bombes qui tombent régulièrement sur les grandes villes ukrainiennes, et donc nous avons ce fait nouveau à prendre en compte. Alors je dis nouveau parce que je vais venir tout à l'heure à la conférence sur le futur de l'Europe, qui a été lancée l'année dernière, qui se terminait le 9 mai 2022, mais qui a commencé quand il n'y avait pas la guerre. Voilà. Donc, il y a aussi des changements qui s'imposent. Donc, l'Union européenne, quand bien même elle a une force économique forte et une force commerciale, notamment pour négocier des accords avec ses partenaires internationaux, reste très petite en matière diplomatique et militaire, tout simplement parce que là, c'est des choses qui sont restées, comme vous l'avez dit, régaliens, et donc ça appartient aux États membres.
Et qu'il n'y a rien dans les traités qui parle de ces questions de manière très ouverte, et que donc il va falloir avancer. Alors, on peut avancer avec les traités et essayer d'en ressortir tous les outils qui ont été proposés pour voir si, dans le cadre des traités, on peut avancer en utilisant tout ce qui est dedans, mais qu'on n'a pas encore utilisé. Et il faut voir en effet quoi et comment. Et donc ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Mais il y a aussi des choses où on voit qu'à un moment donné, si on avance, il faudra se poser la question de la révision des traités. Alors c'est une question très difficile parce que c'est un grand barnum, hein, et ça suppose une mobilisation de moyens et c'est assez chronophage. Sauf si on limite la mission au départ très bien, mais on a vu dans le passé, il y a déjà eu des révisions constitutionnelles, un travail donc qui rassemble à la fois des représentants des États, des représentants des institutions, etc., Parlement, gouvernement, etc. Il y a des travaux. La dernière, une des dernières, c'était celle présidée par le président Giscard d'Estaing en 2002 sur la Constitution européenne, qui n'a pas abouti puisqu'il y a eu 2 référendums, je rappelle, en France et aux Pays-Bas, qui ont dit non à ce projet de constitution qui était peut-être mal finalisé ou mal présenté à l'opinion publique. Et donc, ça prend du temps. Et ensuite, une fois qu'on a réussi à faire justement ces travaux et qu'on a réussi à avancer, il faut que ça soit ratifié par chaque État membre. Et on a toujours un État sur les 27 qui a des procédures de ratification qui engendrent généralement un référendum. Et donc forcément, ça prend du temps, il faut faire campagne. Et souvent, il y a des pays qui disent non. Alors bon, quelquefois, ça a été l'Irlande ou d'autres. On les a fait revoter, on a fait des clauses un peu particulières. Si on te met pas là-dedans. Et je prends un exemple récent. Toujours la guerre en Ukraine, le Danemark, qui nous a rejoints comme les Britanniques en 1973, s'était mis un peu en dehors de toutes ces politiques de défense et de sécurité. Guerre en Ukraine a mis fin à son opt-out par référendum il y a 3 mois. Donc, vous voyez, ça évolue tout le temps. Donc, les transformations, elles ne sont pas forcément liées au traité. Elles sont liées aussi à l'actualité internationale. Vous avez parlé, je vais prendre 2 exemples, la santé. La santé, c'est pas un domaine, a priori, où l'Union européenne a des compétences. Il y a eu ce Covid qui est mondial, hein. C'est pas que l'Union européenne, mais il se trouve que l'Union européenne des États membres. Au début, la première réaction, vous vous souvenez, chacun chez soi, chacun pour soi. Je vais m'en sortir, je vais prendre des. Voilà. Et puis finalement, on s'est aperçu que c'était cacophonique, etc. Et on a décidé de mutualiser la production de vaccins, la distribution de vaccins, etc. Et donc, sans qu'on ait changé les traités, alors que la santé n'est pas une compétence de l'Union, on a réussi à faire des choses. Et on a même fait plus, puisque à cause de cette crise sanitaire, la France, sur une proposition française, et l'Allemagne ont lancé ce plan de relance, c'est-à-dire ce premier emprunt européen. Si vous aviez dit à quelqu'un, il y a un emprunt européen un jour, vous aurez regardé avec des yeux en disant, c'est pas possible. On l'a fait. Voilà. Alors j'en termine avec la conférence sur le futur de l'Europe, qui donc a été une initiative, encore une fois, française. Faut pas croire que la France a toujours l'initiative, mais dans l'Union européenne, du fait de la construction, on aime bien que la France ait des idées. Voilà, il faut qu'elles soient partagées après, mais on aime bien que la France ait des idées. Et ça marche d'autant mieux si l'Allemagne a la même idée. Hein, je parlais tout à l'heure du plan de relance, c'est parce qu'il y a eu un accord franco-allemand entre la chancelière Angela Merkel à l'époque et le président Macron, qu'il y a pu y avoir une initiative ensuite prise par la Commission européenne sur ce plan de relance. Donc on voit bien, aujourd'hui encore sur l'énergie, que la Commission essaye de faire avancer autant que possible les conséquences de la guerre en matière énergétique, que c'est une compétence qui est aussi un peu partagée, parce que vous savez qu'il y a des États qui ont choisi de faire un mix énergétique avec beaucoup de renouvelables, d'autres avec le nucléaire, d'autres qui veulent surtout pas avoir du nucléaire. Donc en effet, c'est un peu compliqué de trouver une solution, mais la Commission, encore ce matin, a fait des propositions qui vont être discutées par le Conseil européen. Moi, j'allais dire, pour qu'il y ait une révision des traités qui fonctionne, il y a 3 mots-clés. Il y a sécurité, efficacité, sentiment d'appartenance. Sécurité parce que aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on voit de l'Union européenne et les défis qui sont les siens, on a donc cette guerre,
question de sécurité pour pas que cette guerre déborde ou ça devienne un conflit plus généralisé. Et donc des questions sur, en effet, les stratégies qu'on peut avoir en matière de défense. C'est nouveau. Et je pense qu'on va beaucoup travailler là-dessus parce qu'on voit bien que c'est une question qu'on pensait être du passé et puis qui est là aujourd'hui et sur lequel on attend une réponse européenne. Alors vous savez qu'il y a des États qui se sont beaucoup faits pour leur défense. La France en était un, d'autres pas du tout, l'Allemagne. Donc pour arriver à un accord franco-allemand sur les questions de défense, il va falloir attendre un petit peu. Mais on faut poser cette question. C'est la question de la sécurité énergétique. Alors c'est une conséquence indirecte de la guerre, mais on voit bien aujourd'hui que, beaucoup de pays étaient trop dépendants d'un seul État, la Russie. Quand ça allait bien, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, il n'y a plus d'approvisionnement vis-à-vis de la Russie. Alors, si en effet les réserves ont été faites de telle manière à ce que tout va bien se passer cet hiver, rassurez-vous, on va pas non plus geler gravement. C'est une question qui est posée sur le long terme, puisque au-delà de l'hiver 2022, il y aura l'hiver 2023, l'hiver 2024, etc. Et que donc on sait que pour l'instant, la probabilité qu'on revienne à un approvisionnement russe est égale à 0. Donc il va falloir trouver d'autres choses, développer d'autres énergies, mais avant que ces énergies se mettent en place et remplacent les énergies fossiles, il va se passer un peu de temps. Donc il y a une vraie stratégie. Et en même temps, les citoyens européens se disent mais moi je veux bien me chauffer avec ce que vous voulez, mais il faut que j'ai la sécurité que quand j'en ai besoin, il y ait de l'électricité ou le chauffage, etc. Qu'ils viennent d'un pipeline, d'un méthanier, etc. Bon, peu importe, débrouillez-vous, c'est votre affaire. Moi, ce que je veux, c'est qu'en effet il y ait la sécurité. Donc on peut ou la sécurité alimentaire pour pas qu'en effet il y ait. Voilà. Donc on voit bien que cette sécurité, elle est un maître mot. Deuxième mot, l'efficacité. Est-ce que si on révise les traités, ça sera plus efficace? Voilà. Donc, pareil, les citoyens, ils veulent que ça fonctionne. Ils veulent que ça marche, que ça donne des effets et que ils soient contents, en effet, de ce que fait l'Europe et que, voilà. Donc, il faut communiquer, et là, Guillaume pourra certainement en parler, puisque c'est un grand spécialiste de la communication. Il y a une façon, en effet, qui est peut-être à blâmer, c'est qu'en effet, le message des institutions européennes n'est pas toujours facile à comprendre pour les non-spécialistes. Et que c'est un peu compliqué, il y a du jargon, donc il faut trouver les moyens de parler d'Europe, et donc de leur montrer que ce que fait l'Europe, il y a des choses qu'elle fait aujourd'hui, est déjà efficace, qu'il y a peut-être des choses qui pourraient être efficaces sans changer les traités, mais parce qu'on n'a pas utilisé tous les outils, il faut peut-être se donner les moyens de utiliser ce qui est dans les traités. Après tout, on y a passé du temps et c'est l'accord d'un compromis le dernier. Donc, est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder tout ce qui peut être utilisé dans le cadre de ces traités, y compris pour les questions de défense? Il y a un article 42 qui prévoit en effet des choses à ce sujet, où on peut pas avoir toute l'unanimité, parce que je rappelle quand même que nous avons créé en Europe des choses où tous les États membres ne sont pas partie prenante. Schengen, l'euro, on a commencé à quelques-uns et puis on l'a fait. Donc, est-ce qu'il n'y a pas d'autres exemples qui pourraient montrer que on commence à quelques-uns, ceux qui veulent, pour que ceux qui veulent pas ne bloquent pas, mais permettent que ça avance. Puis après, le mouvement, on voit si ça entraîne suffisamment. On a commencé à 11 États membres dans l'euro, on est 19, on était 5 à Schengen en 85, on est 22 États membres de l'Union européenne, plus 4 qui n'en sont pas. La Suisse, etc. Donc, vous avez des gens, on a donc avancé. Donc, est-ce qu'on peut pas avancer comme ça? Et puis, le dernier point, ça rejoindra un petit peu ce que Guillaume va pouvoir dire, c'est le sentiment d'appartenance. Je crois qu'en effet, pour que les citoyens aient envie qu'on lance une grande opération, ils veulent aussi être fiers d'être européens. Et fiers d'être européens, c'est de se dire que, voilà, on a des exemples, l'exemplarité, c'est un autre mot que j'aurais pu mettre en avant, l'exemplarité, l'Union européenne fait des choses dont je suis fière. Je me sens fière d'être européen, parce que je vois ce qu'elle fait, parce que, on aime bien nos amis américains, mais on n'est pas tout à fait les mêmes. Non, le modèle chinois, c'est un autre modèle, donc c'est pas du tout le même. Je parle pas du modèle turc, ni du modèle russe, qui sont nos voisins immédiats. Donc, il faut donc créer
faire en sorte que en assurant la sécurité, en prouvant qu'on est efficace, on renforce le sentiment d'appartenance. Et si ces 3 points sont mis en avant, on peut avancer. On peut avancer alors dans le cadre des traités ou dans le cadre de cette révision des traités qui porte sur 2 éléments, vous l'avez dit. Comme chez nous, aujourd'hui, un texte ne peut venir sur la table du Parlement que parce que la Commission européenne le propose. La demande, c'est de dire, comme il y a des projets de loi en France, on pourrait peut-être avoir des propositions de loi au niveau européen qui viendraient donc du Parlement. Voilà. Okay. Et puis, il y a des sujets, si on n'arrive pas à avancer avec les traités actuels, il faudra peut-être se poser la question à un moment de voir dans quelle mesure il faudra lancer cette opération. Mais il faut faire attention, il y a les élections européennes de 2024. Donc il ne faut pas que ça coïncide avec cette période et il faut se donner le temps et peut-être limiter le sujet pour que ça ne rentre pas dans un grande foire qui prend du temps et les gens se disent oui mais pendant ce temps-là ça n'avance pas. Donc il faut qu'on puisse continuer à avancer. Et on a montré depuis 72 ans qu'on était capable d'avancer. Souvent, les crises ont été un peu un aiguillon. Ça nous a permis d'avancer peut-être plus vite qu'on aurait imaginé parce qu'il y avait une crise. Il ne faut pas souhaiter avoir des crises tout le temps. Mais voilà, il faut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition avant peut-être de lancer quelque chose qui pourrait être mal compris par les citoyens si en effet c'est pas bien limité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Pascal, pour ce premier présentation déjà extrêmement large des tenants et des aboutissants de la réforme des traités. Je voudrais tourner vers Guillaume Clossat qui a participé à un groupe qui a travaillé pendant 1 an sur la réforme des traités. Alors, on a bien compris, et Pascal Joannin l'a merveilleusement démontré, que l'Union européenne a besoin de nouvelles compétences pour faire face à un monde qui bouge. En même temps, on a un peu l'impression qu'elle fait déjà beaucoup de choses finalement sans réforme des traités. Quand on a le Covid, on achète des vaccins. Quand il faut faire de la défense, on achète du matériel militaire. Alors, est-ce qu'au-delà de l'extension des compétences, il y a d'autres raisons de modifier ces traités ? Je crois qu'il ne faut pas vouloir une réforme des traités à tout prix. Une réforme des traités, c'est pas sauter comme un cabri sur son siège pour reprendre les propos du général de Gaulle. Non, je crois qu'il y a 3 sujets. Pascal l'a très bien dit, il y a une nouvelle donne. Il y a une nouvelle donne géopolitique mondiale avec un certain nombre de puissances. C'est ce que j'explique dans ce petit livre Fierté européenne qui cible l'Europe et considère que l'Europe est un modèle alternatif qui est dangereux pour eux. C'est la Chine, c'est la Russie, c'est d'autres États, c'est la Turquie. Et ces États sont dans une logique d'hyperpuissance. Et l'Europe a été pensée à un moment pour ne pas être véritablement une puissance. C'est une soft power, et le sujet, c'est ce passage du soft au hard power, avec la perspective à un moment ou à un autre que le parapluie américain qui existe depuis la guerre s'évapore. Et on l'a vu avec le président Trump, c'est un risque. Et si ce n'est pas le cas aujourd'hui avec le président Biden, ça pourrait être le cas avec une nouvelle présidence républicaine. Et donc, il y a une grande incertitude. Donc, la première raison de cette nouvelle donne, elle est géopolitique. La deuxième raison, Pascal a insisté sur le sentiment d'appartenance. Moi, je dirais que elle est citoyenne. C'est-à-dire que quand on se consulte les citoyens européens avec une question européenne, j'avais organisé une consultation qui s'appelait Oui Européenne, où on a consulté 38 millions de citoyens dans 27 pays, et qu'on leur pose une question d'intérêt général européen, en se disant, vous vous mettez en citoyen européen et pas en citoyen français qui vote pour des députés européens français, eh bien, ils apportent des réponses européennes. Et ça, c'est super intéressant. C'est-à-dire que quand on conditionne, quand on contextualise un citoyen français, allemand, roumain, hongrois, letton, portugais, et qu'on lui dit « mets-toi du point de vue de l'intérêt général européen », il apporte des réponses européennes. Si on lui dit « tu es français », et tu t'inscris dans le cadre français avec des élections européennes nationales, et il va apporter une réponse nationale. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait ces consultations, on se rend compte que les préoccupations sont les mêmes. Et Oui Européenne avait abouti à 5 priorités sur lesquelles les 4 grands groupes politiques du Parlement européen s'étaient engagés pour en faire les priorités du programme du futur ou de la future présidente du Parlement, de la Commission européenne. C'était juste avant les élections de 2019. Et ces 5 priorités étaient le développement durable,
était la démocratie, était le numérique, était la dimension sociale et sanitaire, et était l'éducation et la recherche. Ce qui n'a pas été une vraie priorité, mais les 4 autres sont au cœur du programme de Madame von der Leyen. Et la conférence sur l'avenir de l'Europe qui a eu lieu dans la foulée a montré que quand on demande à 1000 citoyens tirés au sort de participer à un exercice de démocratie réflexive, prospective, eh bien, ces gens-là, qui sont de toute sensibilité et de toute génération, massivement ont dit oui. Donc ça, c'est la première surprise. C'est-à-dire qu'ils ont participé, on les a tirés au sort. 95% de ces gens n'avaient jamais été exposés à une réunion européenne comme la nôtre, à un mouvement européen, à une fondation européenne. Et donc c'est très intéressant parce que c'est des gens qui, a priori, n'avaient rien à voir avec l'Europe dans leur quotidien et ils ont joué le jeu. Et ils ont travaillé et fait des propositions qu'il est intéressant de lire et qui sont des propositions d'intérêt général européen. Et donc ça pose, véritablement, la question de la possibilité d'une vraie démocratie européenne, plurinationale et multilingue. Et la technologie permet d'aller vers une démocratie plurinationale et multilingue. Et on sait que la technologie a guidé, en fait, l'évolution démocratique, la forme des scrutins, etc. La troisième élément sur cette nouvelle donne, c'est la question de la durabilité, de l'écologie, enfin, peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a cette urgence planétaire, climatique, qui fait que nous devons changer nos comportements, nos modes de vie, qu'il faut une autre politique énergétique. Et tout ça est bien compris. Et la crise énergétique qu'on a aujourd'hui, elle aurait eu lieu de toute façon avec les objectifs du Green Deal. Elle a juste été accélérée. Donc c'est une tendance qui a été accélérée parce que ça suppose d'utiliser moins les énergies fossiles, ça a un impact sur l'inflation. Tout ça commençait à être discuté. On n'a pas eu le temps d'avoir une réflexion mature sur ces sujets, mais l'inflation était déjà annoncée par le Green Deal. Et puis, le quatrième élément de cette nouvelle donne, qui rejoint le premier, c'est la guerre. C'est la guerre qui nous a surpris, mais c'est la guerre pour laquelle l'Union européenne n'était pas prévue. Et ces 4 raisons requiert, en fait, une adaptation de l'Union européenne à cette nouvelle réalité. Alors, est-ce que ça passe par une réforme des traités ? Est-ce que ça passe par l'utilisation de ce qu'on appelle le potentiel du traité de Lisbonne ? C'est mon deuxième point, en fait. C'est que, on pourra dire, voilà, sur le plan de relance, sur la guerre, sur la Covid, on a eu des solutions européennes, finalement, ça marche. Et c'est plutôt pas mal. Mais la réalité, c'est que les institutions sont épuisées. La présidence française, par exemple, a pu fonctionner parce que les gens qui ont piloté la présidence française, et je pense au représentant permanent Philippe Lévis-Costa, avaient une expérience très forte des institutions et avaient une expérience aussi des institutions avant Lisbonne. Et la vérité, c'est que une partie des institutions n'ont pas joué leur rôle, n'ont pas pris complètement, et je ne veux pas rentrer dans... Donc la Commission a fait son travail, mais les autres institutions n'ont pas joué leur rôle. Et c'est la présidence française, eu égard à son expérience, qui a joué en partie le rôle du Conseil européen et le rôle du haut représentant. Et c'est eu égard à cette expérience que, en faisant travailler jour et nuit pendant des semaines et des semaines sans arrêter le Conseil dont tu as parlé, que ça a pu fonctionner. Eh bien moi je dis ce n'est pas viable. Ce n'est pas viable. Et si on doit uniquement compter sur des gens d'un talent extraordinaire qui sont là à un moment donné pour que les institutions fonctionnent, ce n'est pas viable. Des institutions doivent fonctionner avec des médiocres. C'est la clé d'un bon fonctionnement institutionnel. Donc il y a un sujet. Et ce sujet, il faut le mettre sur la table. Je ne sais pas quelle est la réponse, mais je sais que ça pose un problème. Là, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que on est dans une situation politique qui est paradoxale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même les populistes, nouvellement élus en Italie, veulent de la solidarité européenne, ont besoin des financements européens, sont presque pro-européens. Sauf qu'ils mettent un peu de gangrène dans le système. Et
un système institutionnel ne peut pas fonctionner avec de la gangrène. Et ça, c'est un véritable sujet. Aujourd'hui, il y a une majorité, on a dit 14 sur 27 États membres qui sont prêts à une réforme des institutions. Et tous les grands. Demain, on ne sait pas comment le monde peut changer. On voit bien que les États-Unis tiennent ensemble grâce à un système institutionnel qui fonctionne et qu'on ne peut pas remettre en question de manière... Le système européen n'est pas un système qui est adapté à cette nouvelle donne parce qu'il a été pensé en temps de paix. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Le troisième élément, je veux pas tout détailler, donc j'ai travaillé pendant un an dans ce groupe de haut niveau qui a été piloté par la négociatrice en chef du traité de Lisbonne, donc qui connaît par cœur et auquel l'ancien Sherpa du chancelier, j'ai un trou, d'un chancelier allemand, mais très connu. Schröder. Non, plus loin, plutôt. Schmitt, voilà, participé. Pardonnez-moi pour ce trou ici en particulier. Aussi la présidente de l'Institut européen du droit, aussi un ancien ministre des Affaires européennes espagnol, enfin une grande variété des commissaires. Donc il y avait une variété de tout le... Et la conclusion, on a repris en fait les deux traités dont tu as parlé, ce qui font le traité de Lisbonne, et on a regardé tous les points pour permettre à l'Europe d'être autonome, plus efficace et plus démocratique. Et donc on est arrivé avec 100 ou 200 amendements dans le cadre des traités existants, sans renouveler le... Et ça peut fonctionner. Le sujet, c'est que si on ouvre une réforme tout azimut, on va droit dans le mur. Donc il faut une réforme technique. Et donc il faut cibler un certain nombre de sujets sur lesquels on peut avoir un consensus. Et c'est ce travail politique qui doit être fait avant de pouvoir ouvrir une réforme des traités. Sachant aussi qu'il y a cette attente démocratique européenne où les citoyens, en fait, ont envie d'avoir un impact sur la vie démocratique de l'Union. Et donc le sujet, c'est comment on fait. C'est pas évident. Moi, j'ai la conviction que ça ne peut se faire qu'avec un travail prospectif. Le secrétaire général des Nations Unies, Guterres, a lancé une réflexion sur le monde de 2050. Et l'idée, c'est d'avoir une vision commune. Ce travail, c'est un de mes propos de ce livre, il faut qu'il soit mené au niveau européen. J'avais mené en 2009-2010, tu t'en rappelles, j'avais été Sherpa du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe, et on avait ébauché les priorités européennes. On avait vu qu'à l'horizon 2020-2030, donc la sécurité et la défense, l'énergie, tout ça devait être des politiques européennes, la démocratie. On avait bien ciblé Mais aujourd'hui, il y a besoin de le refaire, et il y a besoin de le refaire en associant et les États et les peuples pour qu'il y ait un consensus. Et une fois qu'on a une vision prospective partagée, eh bien c'est beaucoup plus facile d'identifier ce qu'on doit réformer. Mais si on n'a pas cette vision, ma crainte, c'est qu'on aille droit dans le mur, parce qu'il y aura toujours un référendum, il y aura toujours un État, la Hongrie, peut-être l'Italie, peut-être la France, parce que la France aussi qui pourra bloquer. Voilà, donc pour résumer, une nouvelle donne géopolitique, démocratique, économique, culturelle même. Des institutions qui fonctionnent, mais qui fonctionnent de manière exceptionnelle parce qu'il y a des gens exceptionnels qui permettent de les faire fonctionner, mais il y a un côté aléatoire. Et oui, pour une réforme des traités, mais à condition qu'on arrive à créer une dynamique sur là où on veut aller ensemble en 2050 et qu'on trouve dans ce cadre-là la réforme ciblée qui est nécessaire. Vous avez parlé à la fois de l'objectif en rappelant qu'à une époque où la grande mode c'est d'être végane, finalement une Europe herbivore est un objet de désir, mais qu'évidemment elle est un peu en danger au milieu des autres grandes puissances un peu plus carnivores que d'autres ont ainsi qualifié, qu'il fallait donc lui donner peut-être une carapace ou en tout cas des moyens d'être suffisamment agile pour réagir dans les situations de crise dans lesquelles elle se trouve. Et vous avez insisté peut-être surtout sur l'aspect technique d'une part des réformes et modestes auxquelles il fallait aboutir. Je dis qu'elles étaient modestes, mais... Voilà, en tout cas c'est par cette angle qu'il faut peut-être les toucher. Il faut qu'il y ait une vision vraiment partagée
Il faut vraiment qu'il y ait une vision partagée de où on veut aller. Et pour moi, les meilleurs alliés, tu as parlé d'appartenance, sont les citoyens, parce que c'est ceux qui veulent aller plus loin et beaucoup plus loin que leurs dirigeants. Ils sont plus européens que les dirigeants. Et ils sont plus européens les dirigeants, et toutes les études le montrent. Et donc, le sentiment d'appartenance, il est là, mais il n'est pas porté politiquement. Et donc, grâce aux techniques de liquid democracy, de techniques numériques au service de la démocratie, peut-être peut-on arriver à communiquer ce sentiment. Alors, Eric Bons, vous êtes à Bruxelles en permanence. Beaucoup, d'ailleurs, de ceux qui sont à cette table, ils passent une partie importante de leur temps. Mais enfin, vous êtes vraiment centré là-bas. Vous travaillez pour des organes de presse allemands, notamment. Vous avez une vision un petit peu à cheval entre nos deux pays aux cultures politiques parfois si différentes. On voit que finalement, dans tout ce qui a été dit jusqu'à présent, les réformes du traité, pourquoi pas, si on peut pas faire autrement, mais de toute façon, ça marchera pas, donc il faut peut-être trouver d'autres moyens, il faut arriver à la vendre, il faut pas trop l'afficher. Et alors, l'Allemagne était finalement pas très favorable, c'est plutôt la France qui porte un peu la réforme des traités. Et tout de même, il y a eu une conversion. Alors, qu'est-ce qui explique cette conversion allemande à la réforme des traités? Oui, c'est exact, et je pense que c'est également dû à cette nouvelle donne. C'est la guerre, quoi. Alors, pour être bref, c'est la guerre qui a tout changé. Et c'est frappant, si on a passé presque 20 ans à Bruxelles, comme je l'ai fait, je suis arrivé en 2004, c'était un autre monde. Alors, en 2003, quand je suis finalement, pour une première fois arrivé, c'était juste avant le grand Big Bang, l'élargissement. C'était censé être la réunification de l'Europe, même avec la Russie à la limite. Alors, c'était pas prévu d'inviter la Russie à rejoindre l'Union européenne, mais c'était l'esprit à l'époque. Je me souviens, Joschka Fischer, il disait en 2004, après l'admission de 10 nouveaux États membres, il disait, alors c'est la réunification, l'Europe sera plus grande, plus puissante, mais aussi moins riche. Ça, c'était ces mots à l'époque. Et à l'époque, on parlait de diplomatie, on parlait de paix. L'Europe, c'était l'union de la paix, c'était la diplomatie. Xavier Solana, c'était un des premiers diplomates en chef. Il essayait de faire la paix au Moyen-Orient. Il s'est rendu, alors moi, j'ai pas participé à des voyages, il s'est rendu en Israël, en Palestine, etc. Et c'était la tâche principale de la politique étrangère à l'époque de lutter pour la paix et pour la diplomatie. Et si on regarde l'Union européenne aujourd'hui, c'est presque tout le contraire. Et ça m'amène à ma principale thèse. Je pense que la transformation profonde a déjà eu lieu. Et c'était le 24 février 2022. Mais malheureusement, c'est un peu différent de ce qu'on pense en général. Ça s'est pas fait dans le cadre des traités et c'était pas une grande réforme. C'était pas une grande réforme démocratique non plus. Ça n'avait rien à voir avec les citoyens. Ils n'étaient pas ils n'ont pas participé à cette grande transformation. Et pour forcer un peu les traits, on peut le mettre comme ça. Il y a eu un avant et un après. De toute façon, pour moi, en tant que journaliste, quand j'écris mes papiers, je constate que on parle actuellement à Bruxelles, on parle que de guerre, d'armes, de sanctions et d'aide financière à l'Ukraine. Ça, c'est les sujets principaux actuellement. Et ça n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on a dit pendant cette conférence des citoyens, plus rien à voir avec les réformes démocratiques qu'on voulait lancer. Donc, avant, l'Union européenne, c'était, si on veut, une union de la paix. Le prix Nobel de 2012, d'ailleurs, axé sur la diplomatie et le soft power. On l'a déjà mentionné. Sa spécialité, c'était la coopération économique et l'ouverture de marché, ce qui nous a amené à devenir donc une grande puissance commerciale. C'était donc la coopération, c'était l'idée de Schuman, etc. Coopération économique, d'abord entre l'Allemagne et la France, et après avec les autres pays. Et la promesse, c'était la stabilité et la prospérité. Et maintenant, après, tout a changé. À Bruxelles, plus personne ne parle de paix ou de diplomatie, à mon grand regret. C'est pratiquement un mot interdit. Diplomatie, si on pose la question,
à la Commission européenne pendant le midday briefing, comme on appelle les conférences de presse qui se tiennent tous les jours à midi, on ne reçoit plus de réponse. Il n'y a plus de diplomatie. Il n'y a aucun effort de la part de l'Union européenne de régler cette guerre par la diplomatie. On parle, je l'ai déjà mentionné, de sanctions, d'armes et de guerre. Et pour donner un exemple de la pratique, et vous l'avez peut-être lu dans les journaux, on a créé une facilité européenne de la paix, Peace Facility, et maintenant on donne l'argent de cette Peace Facility pour les armes. C'est devenu une sorte de caisse de guerre qui est d'ailleurs déjà vide pratiquement. Il faut donc augmenter la participation des États membres. C'est pas une caisse communautaire non plus. Ça n'a rien à voir avec le budget européen. Ça se fait à part et hors traité, si j'ose dire. La même chose pour la mission de formation militaire qu'on a lancée hier au Conseil des Affaires étrangères. Cette mission est contraire au traité d'ailleurs, parce que dans les traités, c'est pas prévu qu'on lance des actions militaires sur le sol européen. C'était juste prévu pour hors sol européen. C'était une petite remarque dans un article de la Frankfurter Allgemeine Zeitung aujourd'hui. C'était pas un grand débat au Conseil, mais ça se fait comme ça. Et ça soutient peut-être un peu ma thèse qu'on assiste à une très grande transformation, même une transformation existentielle, si j'ose dire. L'Europe de la paix, c'est fini. Maintenant, on vit dans une Europe de la guerre et on parle de hard power. On parle de lutte contre la Russie. Et on parle de guerre froide après, évidemment, parce qu'on va ériger des murs, ce sera une autre Europe, hein, même si un jour les hostilités cessent. Et en ce qui concerne notre sujet, bon, bien entendu, on parle toujours de réforme des institutions et des procédés, mais ça aussi, ça ne sert plus à démocratiser l'Union. Dans la pratique, si on prend M. Scholz et ses discours à Prague, il a aussi tenu un discours à Berlin le week-end dernier au congrès des partis socialistes et sociodémocrates. Il veut des réformes, mais juste pour élargir l'Union européenne. Il a parlé d'une Europe de 30, voire 36 États. Donc, il veut que l'Ukraine, la Moldavie, les Balkans occidentaux rejoignent l'Union européenne. Mais il n'a pas abordé les sujets qui étaient primordiaux à la conférence des citoyens. Et ça, pour moi, ça c'est un problème. Alors, je trouve que c'est un signe d'alarme. J'ai l'impression que avec la guerre, c'est pas le moment vraiment de lancer des réformes, de lancer une convention. C'est le moment d'efficacité, comme on l'a dit, de hard power, mais aussi de changement de nature de l'Union européenne. Et je ne sais pas exactement où on va. Et si on essaie de comparer la vision de M. Scholz à la vision de M. Macron, le seul dénominateur commun me semble être la géopolitique, la défense et la guerre. Mais sinon, l'Europe souveraine, déjà, c'est pas vraiment le maître mot de M. Scholz, mais c'était le maître mot de Macron. L'Europe démocratique, on n'en parle plus. L'Europe sociale, un peu. Mais c'est plutôt une sorte d'efficacité dans un nouveau monde devenu guerrier, hostile, etc. La self-défense. Ça, c'est les mots-clés à Bruxelles actuellement. Et je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûr où on va. De toute façon, moi j'ai l'impression c'est pas l'heure de lancer des grandes réformes. Et là, je suis pas seul. Alors, je suis très sympathique à l'idée d'une grande réforme d'une convention, évidemment. Mais si on prend les États membres, les 13 déjà mentionnés, ils mettent leur veto. Et c'est pas que les pays de l'Europe orientale, il y a aussi le Danemark, la Finlande, la Suède,
la Belgique, récemment, elle s'est abstenue pendant le vote sur les sanctions, la dernière vague de sanctions. La Belgique s'est abstenue parce qu'elle a le sentiment que ses intérêts économiques ne sont pas vraiment sont pris en compte, oui, peut-être même menacés si on regarde le secteur des diamants. Donc c'est pas que la Hongrie, c'est pas les pays de l'Est, que les pays de l'Est, les suspects qu'on connaît depuis des années, mais il y a d'autres pays aussi qui freinent. Et à mon avis, si on regarde bien dans le Conseil, il n'y a pas de majorité pour une grande réforme. Et tant que la guerre dure, il n'y aura pas de grande réforme. On peut peut-être faire des petites réformes, mais là, il faut vraiment savoir où on va. Et je crains qu'on ne sait plus où on va actuellement en Europe. Voilà. Vous avez très bien décrit ce monde, effectivement, qui n'est plus celui dans lequel nous avons été élevés, avons grandi, avons décidé de nous intéresser à l'Europe, qui était effectivement le monde de la paix. Maintenant, on est dans un monde où tout ça, à l'époque où on désarmait, on avait de l'argent des armes était utilisé à d'autres fins. Maintenant, au contraire, on essaye de trouver de l'argent partout pour acheter des armes et se défendre. Cela dit, il faut bien se défendre quand on est attaqué. Comme vous le disiez, avec une façon optimiste et de fierté européenne, si on est attaqué, c'est aussi parce qu'on représente un modèle alternatif qui met en danger les autres. Et ça, c'est quand même le triomphe de ce modèle de paix que nous avons développé et qui peut-être ressurgira dans un deuxième temps. Mais en tout cas, c'est pas l'heure des réformes institutionnelles. Alors, il y a tout de même cette idée que au plan géostratégique, notamment dans cette confrontation entre la Russie et l'Union européenne, en tout cas l'Occident, c'est nous qui sommes en première ligne. Il y a tous ces pays qui sont un petit peu entre les deux. L'Ukraine, évidemment, c'en est le meilleur des symboles, mais derrière, il y a la Serbie, il y a la Macédoine, il y a tous les Balkans. L'objet de notre dernière conférence, d'ailleurs, était sur l'Europe et les Balkans. Et l'idée, tout de même, c'est que si on n'y met pas les pieds, les mains et nos institutions, eh bien d'autres vont s'en emparer. Alors on a des pays comme la Hongrie qui sont un peu à cheval, la Serbie, on ne sait pas très bien de quel côté elle penche. Et si on veut aller dans ce sens, c'est-à-dire pour des raisons de défense et des raisons de stratégie, il faut qu'on occupe cette zone tampon, il faut pouvoir élargir. Et si on élargit avec des institutions dans lesquelles on a cette unanimité en permanence, qui fait comme vous le disiez, là on en a 13, mais on en aurait même 2 qui seraient contre, la messe est dite et c'est plus la peine d'aller tellement calculer. Alors est-ce que pour des gros pays comme la France, l'Allemagne, c'est admissible qu'un pays comme la Macédoine, si jamais il entre avec son 1,7 million d'habitants, puisse bloquer, comme il est lui-même bloqué par la Bulgarie, après avoir été bloqué par la Grèce, et la France s'en est un petit peu mêlée aussi. On a tout de même l'impression que même la géostratégie nous pose quelques difficultés institutionnelles. Bien, alors c'est une remarque en forme de question, mais il y a ici également tout un public qui certainement aura des questions. Nous avons encore une demi-heure pour interroger nos intervenants, et puis voilà, on verra en fonction des thématiques qui se sent le plus interpellé. Monsieur, on va vous donner un micro, il y a un jeune homme de chaque côté. Voilà. Oui, alors j'ai écouté avec beaucoup d'attention et vos intéressantes synthèses, mais on n'a pas soufflé le mot de l'économie. Et si on parle de l'avenir de l'Europe, je pense que son avenir, c'est aussi son avenir économique. Or, la guerre, puisque vous l'avez dit et redit, même l'Europe de la guerre, si nous sommes dans l'Europe de la guerre coûte cher. Si on parle de guerre froide, alors c'est encore plus inquiétant, j'ai l'impression, surtout le mot froide pour ceux qui ont peur de ne pas avoir de quoi se chauffer cet hiver. Voilà, quid de l'économie dans cette nouvelle configuration européenne? Très bien, merci pour cette première question qui nous amènera sur le terrain de l'économie et de la place que celle-ci peut éventuellement occuper sur ces réflexions. Y a-t-il d'autres questions? On va peut-être en prendre plusieurs et puis ça nous permettra de... Alors, monsieur, je regarde également, parce que les gens qui sont en ligne ont également la possibilité de poser des questions. Alors, j'ai un écran devant moi, mais pour l'instant, je n'ai pas de questions, à moins que l'informatique de la maison ne me les ait pas transmises. Monsieur, je vous en prie, pardon. Oui, bonjour, David Kahn, Fédéral Europe.
Sur la réforme des traités, on voit bien que ça va être difficile à faire accepter. Néanmoins, la grande nouveauté, à mon avis, à prendre en compte, c'est que Scholz et Macron ont, de principe, entériné une sorte de fédéralisme européen, puisque quand vous avez une décision à la majorité sur la défense ou sur la fiscalité, ça veut dire que la souveraineté dans ces domaines, elle appartient à l'Europe et elle appartient plus à la France ou à l'Allemagne. Ça, c'est du fédéralisme. Alors le fédéralisme, sous cette forme-là, il n'est pas très efficace parce que vous restez avec des administrations séparées. Et en plus, comme on vient de le voir, c'est très difficile à mettre en place. Parce que vous aurez toujours un pays pour dire non, on ne veut pas de cette solution. Et il se trouve qu'il existe dans le contrat de coalition allemand une solution alternative qui propose que certains pays, un petit groupe, mettent en place en commun un gouvernement fédéral pour traiter de ces questions-là. Moi, je pense que le temps est venu de préparer cette solution, sans se hâter, mais qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, quel est votre avis ? Merci. Alors, deux questions. On retombe sur une question qui a été évoquée tout à l'heure par Pascal, qui était celle de la nature de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne est une fédération ? Est-ce que, alors sans doute pas encore, parce que ça n'est pas vraiment un État, c'est un petit peu, et le drapeau que vous portez sur la poitrine montre vos attaches fédéralistes européennes. C'est quelque chose de supranational, disons souvent, parce qu'on est dans une espèce d'entre-deux entre l'organisation internationale classique, qui tire toute sa légitimité des États qui la portent, et l'État fédéral dans lequel, effectivement, on a fait le saut, qui a dépouillé les États de cette compétence, de la compétence pour la donner au centre, et l'Union européenne est un petit peu entre les deux pour l'instant. Les compétences sont relativement denses, les modalités de prise de décision sont tout de même largement fondées sur l'usage de la majorité, et donc quand on ajoute ces différents éléments, évidemment, on dépasse l'organisation internationale sans pour autant complètement atteindre la structure fédérale étatique. Alors, est-ce que le droit, enfin, en tout cas, la politique allemande permettrait d'aller dans ce sens ? Je ne sais pas. Sur la question économique. Sur la question économique, je vais redire ce que j'ai dit. C'est un des piliers de la construction européenne. Alors, on a commencé dans les années 50, on est en 2002 et en 2022, et bien évidemment, on peut pas continuer avec les vieilles industries, mais il y a un besoin d'industrialisation nouvelle, il y a besoin d'investir. On a parlé de transition écologique et de transition numérique. C'est des choses qui sont aujourd'hui sur la table. On a voté au Parlement européen des textes sur à la fois, alors je vais le dire en français, le pacte vert, et puis sur cette transition numérique, parce qu'en effet, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est dans ce secteur-là aussi qu'il faudra faire porter des efforts. Et là, pour le coup, il y a des directions générales, il y a toute une série de gens à la Commission européenne qui sont en mesure de pouvoir en effet parler. Et puis il y a un vrai tropisme économique qui fera que voilà, la guerre ne va pas ne va pas annihiler tout ça, mais il faut mener à la fois la guerre et les transitions qui sont nécessaires parce qu'on est au 21e siècle. Voilà. Et même en matière énergétique, on a commencé par le charbon et l'acier. Aujourd'hui, c'est fini le charbon. On peut rouvrir des centrales à charbon parce qu'on a eu un problème de mix énergétique, mais c'est plus l'avenir. Voilà. Donc, il va falloir trouver d'autres solutions pour que les centrales à charbon ferment. Bon, vous avez vu quand même, face à la guerre, que des États sont sortis de leur tropisme anti-nucléaire. Donc les Allemands, pour je sais combien de temps, parce que c'est que provisoire à mon avis, parce que la question va se poser, ont laissé leurs 3 réacteurs nucléaires qui n'étaient pas fermés en activité. Alors soi-disant jusqu'au printemps, mais enfin bon, au printemps on verra, ils reparleront de la question. Je parle de nos amis belges aussi, alors eux ils ont été un peu plus loin, etc. Qu'on a des pays qui étaient neutres
la Finlande, et je rappelle que c'est le pays qui a la plus grande frontière avec la Russie, hein, la Finlande et la Suède qui ont cherché à rentrer dans l'OTAN. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une transformation qui est... On aurait dit il y a 6 mois, enfin il y a 1 an, ils vont rentrer dans l'OTAN. Non, ils étaient viscéralement contre. Le nucléaire, là, c'était fini, c'était fermé, ça devait être fait le 31 décembre pour les Allemands. On revient parce qu'on se rend bien compte qu'on pourra pas garder des positions idéologiques compte tenu de la situation. Et donc, en matière économique, on a les capacités, parce que l'Union européenne a été une construction économique, et qu'il y a sur la table aujourd'hui, mais ça, Guillaume pourra en parler plus longtemps qu'on va, sur la transition écologique et sur la transition numérique, Timmermans d'un côté, Thierry Breton de l'autre, et le pacte vert était la première priorité de la commission von der Leyen, et Thierry Breton, sans être vice-président exécutif, etc., a le portefeuille le plus important de la commission, avec 3 directions générales sous son mandat. Vous savez, voilà. Donc on n'a pas de problème. Sur l'élargissement et sur le fédéralisme, c'est un peu plus compliqué. D'abord parce que l'élargissement, aujourd'hui, vous avez 7 États candidats, enfin 9 exactement, 6 des Balkans, la Turquie, la Moldavie et l'Ukraine. Aucun n'est prêt, entendons-nous bien, ok ? Aucun n'est prêt, mais il faut faire attention, comme vous l'avez dit, pour qu'en effet les influences turques, russes, chinoises, ne va pas mettre la pagaille dans ce pays. Et il faut au moins faire écho à quelque chose dont on n'a pas parlé, qui est la réunion qu'il y a eu il y a 15 jours de cette communauté politique européenne, initiative encore de la France, etc., où il y avait 44 États membres. Alors on est en delà des pays de l'élargissement, puisque nous avions l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour de la table, alors que d'habitude ils se parlent pas beaucoup. Nous avions les Turcs, qui sont quand même un aussi de ceux qui n'ont pas le modèle européen comme etc. Et donc la question est de savoir ce qu'on fait de cet avenir de l'Union européenne où il y a des candidats. Les 6 des Balkans, c'est pas le problème numéro 1. Le problème, c'est que quand on parle d'élargissement, on parle de la Turquie, qui est aussi candidate. Mais je ne suis pas sûre que la Turquie ait encore beaucoup de velléité à rejoindre l'Union européenne. Mais ça pourrit la question, parce que quand on parle d'élargissement, on se dit, ah, la Turquie, etc. Et puis, il y a donc cet avenir de l'Union européenne, à 27 et peut-être à 36, c'est le chiffre, si on met les 6 des Balkans, plus la Moldavie et l'Ukraine qui ont eu leur ticket le 28 juin. Et puis cet avenir de l'Europe, géographique si je puis dire, où on a des États qui sont membres de l'Union européenne et des États qui n'en sont pas membres. Je rappelle que nous avions à Prague nos amis britanniques, qui ont quitté avec fracas l'Union européenne il y a 2 ans, et qui étaient là, et qui vont même accueillir probablement une des prochaines conférences de la communauté politique européenne. Donc on voit bien qu'il y a l'Europe institutionnelle communautaire, avec cet avenir qu'on a à 27, et c'est pas mince. Et puis peut-être quelque chose de plus géographique qui reste à faire développer, parce que cette photo du premier rendez-vous auquel certains ne croyaient pas est une belle photo. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière ? Et là, c'est l'avenir du continent. Et si vous voulez aller plus vite, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est que sur le fédéralisme, parce que c'est un mot qui, c'est comme nucléaire, libéral, il y a des mots comme ça qui heurtent un peu les sensibilités, ou même souveraineté, vous avez dit tout à l'heure, c'est pas toujours dans le langage allemand d'avoir la souveraineté, donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise, mais la possibilité que quelques États puissent avancer, etc., ça a déjà été fait par le passé, ça peut se faire demain. Alors Guillaume Clossat sur ce sujet. Sur l'économie d'abord, parce qu'il y a un vrai sujet. Déjà avant la guerre, le potentiel économique de l'Union européenne était plus faible que celle de la Chine, de l'Inde, des États-Unis. Et la dynamique, c'était plutôt une dynamique de déclin relatif et potentiellement assez rapide. Et cette dynamique de fond, elle n'a pas changé, elle s'est plutôt accélérée. Donc il y a un vrai sujet, et c'est un sujet aussi en partie démographique. Et donc derrière ça, il y a le sujet de l'immigration et la capacité à attirer des talents, qui est un gros tabou, mais qu'il faut lier. Ça, c'était avant la guerre.
avec la guerre et la situation actuelle de crise énergétique, etc., il y a de nouvelles questions économiques qui se posent. La guerre, c'est un coût, vous l'avez dit. Ça va être aussi des opportunités. L'expérience montre qu'il y a des opportunités après la guerre. Seulement, les Européens ne sont pas les mieux placés, notamment en Ukraine, pour tirer parti de ces opportunités. C'est plutôt les Américains. Et aujourd'hui, il y a la volonté de faire une défense européenne, mais il n'y a pas cette capacité d'armement sur plein de choses. Et donc, c'est de l'armement américain. Donc, cette guerre, elle profite aussi, elle profite économiquement aux États-Unis. Donc, il y a un vrai sujet là-dessus qu'il faut arriver à mettre sur la table. Le troisième sujet, c'est l'inflation. Je regardais tout à l'heure les chiffres d'inflation. On est à 11% en Belgique, 7% en France, 17%. Ça pose un problème très compliqué de gestion de la politique monétaire. Et cette divergence entre tous les États membres extrêmement forte est problématique au niveau des États membres, et ça pose la question de la solidarité. Parce que ça crée des divisions auxquelles on n'a jamais eu à faire face. Puis le quatrième point, c'est le plan de relance. Je me suis réjoui du plan de relance, j'étais un militant du plan de relance alors qu'il n'existe. Mais Madame von der Leyen a précisé lors de son discours sur l'état de l'Union, le 15 septembre dernier, qu'il n'y avait que 100 milliards sur les 750 qui avaient été utilisés. Et la raison, elle est simple. C'est que on n'invente pas comme ça. Il y a trois priorités. Il y a des priorités en matière d'autonomie stratégique, il y a des priorités en matière de transformation écologique, et il y a des priorités en matière de transformation numérique. Le sujet, c'est qu'on n'invente pas en 6 mois ou en 1 an ces projets-là. C'est du long terme. Et on n'avait pas cette stratégie de long terme. Donc on a mis la charrue avant les bœufs avec un plan de relance, en fait, qui vise le long terme. C'était la condition pour qu'il soit accepté, mais sans qu'on ait cette capacité de long terme. Et le deuxième élément sur ce plan de relance, c'est que c'est un plan de relance national. Il y avait l'idée au départ qui est entre 100 milliards et 200 milliards de projets sur des projets européens pour créer un espace de transport, un espace de mobilité, un espace de connectivité européen. Ça n'a pas eu lieu. Les États membres ne l'ont pas souhaité. C'est des propositions de la Commission et de tous les services dont Pascal a parlé. Et ça pose un problème parce que c'était les conditions pour augmenter notre potentiel de croissance. Donc, il y a de vrais sujets sur la table, sujets qui ne sont pas discutés au Conseil européen et sujets qui ne sont discutés par personne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur votre question sur le gouvernement, why not? Mais en l'état actuel, j'y crois pas. J'y crois pas parce que d'un côté, l'Allemagne dit blanc, mais l'expérience de l'Allemagne, et c'est vrai aussi bien avec les sociodémocrates, et Eric me dira le contraire, le cas échéant, et les démocrates chrétiens, c'est que l'Allemagne a toujours pensé l'Allemagne avec son environnement est-européen. Et donc, pour l'Allemagne, c'est hors de question de ne pas intégrer cet environnement est-européen. Elle aurait dû agir sur la Hongrie parce que l'économie hongroise est complètement intégrée à l'économie allemande. Elle ne l'a pas fait. Elle ne fera jamais un gouvernement fédéral qui n'intègre pas Non, mais je vous dis juste ma conviction profonde. Vous avez posé une question, j'essaie de vous répondre de manière honnête. Et le deuxième sujet, c'est la France. Pascal, tout à l'heure, a parlé du sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, là où il est le plus faible, c'est notamment en France. Et donc, il y a un sujet français qu'on n'a pas non plus résolu avec l'Europe. Et donc, le couple franco-allemand qui, à la fois, propose, n'a pas forcément la dynamique interne pour pouvoir créer les conditions de ce qui est ébauché. Et là-dessus, je pense qu'il y a aussi des sujets internes à résoudre pour aller là où, éventuellement, vous voulez aller, mais il faut les mettre sur la table, vous voyez. Et donc, il y a quand même beaucoup de sujets en ce moment qui sont pas mis sur la table parce que Eric a dit il y a la guerre, etc. Et ça sera mon dernier mot, ce qui est super important dans cette période, c'est de conserver son ADN. Ce qui fait que l'Europe peut être une alternative pour le monde, et le philosophe Zizek va faire un gros papier là-dessus, c'est justement notre ADN démocratique, cet esprit de coopération, etc. Et quand il y a la guerre, notre force, et ça a été la force du Royaume-Uni pendant la guerre de 39-45, c'est de garder cet ADN-là. Et donc, il ne faut pas qu'on le mette de côté, et il faut tirer parti de cette situation justement pour le réveiller. C'est vraiment notre plus grand défi. Et après, tout ce que vous appelez de vos voeux, ça arrivera naturellement, mais il faut garder cet ADN européen qui fait de nous des Européens ce que nous sommes, et ne pas abdiquer, parce que si nous commençons à abdiquer, en fait, nous faisons le jeu de ceux qui nous attaquent. Bon, ce sujet, puis sur un sujet, parce qu'on n'a plus énormément de temps, peut-être vous en dire un mot, c'est la question de la démocratie, effectivement, dont on n'a pas beaucoup parlé. Oui, mais juste peut-être, avant de parler de démocratie, peut-être 2 mots sur l'économie
justement, c'est le cœur de tout, hein, surtout pour l'Allemagne. C'est une très grande préoccupation parce que l'Allemagne était dépendante pour la livraison de gaz de la Russie. C'était son avantage compétitif, si j'ose dire. Maintenant, c'est perdu. Le modèle allemand économique est remis en question. L'Allemagne est tombée en récession récemment, il y a quelques jours, et elle va probablement être plus profonde que dans la zone euro ou qu'en France. Et ça, c'est un problème pour l'Europe aussi, parce que l'Allemagne attire l'Europe. Donc, si le modèle allemand ne marche plus, si l'inflation est trop haute, l'énergie est trop coûteuse, on va perdre des emplois, on va perdre des pans entiers de l'industrie chimique, automobile, etc., etc. Donc, c'est un très grand problème et on en parle guère, mais on parle actuellement à Bruxelles, on en parle en termes d'énergie. Justement, alors le sommet européen, le Conseil européen va se pencher sur la question de l'énergie. Et là, c'est l'Allemagne qui freine, hein, malheureusement. Alors, l'Allemagne ne veut pas d'un nouveau plan de relance, de nouveaux fonds en commun, mais il en faut si on veut vaincre cette crise et si on veut trouver des réponses au manque d'énergie qu'on constate actuellement, hein, cruellement. Donc, la question de l'économie va revenir et elle a un potentiel très dangereux pour l'Union européenne parce que ça va encore une fois être une épreuve pour la solidarité européenne, je crains. Alors, le sommet qui vient en jeudi et vendredi est crucial, mais c'est déjà le 5e ou 6e sommet qui se penche sur la question de l'énergie et de l'économie et je suis pas sûr qu'on va trouver des solutions. Donc, on vit quand même une crise des institutions européennes, mais aussi de l'économie et de la démocratie, malheureusement. Je le crains. Alors, si on voit les votes en Suède, en Italie, dans d'autres pays, dans des régions dans des länder d'Allemagne, qui votent à droite maintenant parce qu'ils ne sont plus contents avec le système, apparemment. On voit qu'il y a des soucis à se faire, hein. Alors, c'est un très grand tremblement qu'on vit actuellement. Alors, l'Italie, tout de même, montre que la coalition, sans doute, est très à droite, mais qu'une partie de l'extrême droite qui a été élue s'est un petit peu convertie. Alors, toujours la question de savoir si les conversions sont de surface ou si elles correspondent véritablement à une conversion du cœur. Mais enfin, on semble en tout cas en venir progressivement en réalité européenne. Il y a l'impossibilité d'en sortir et au contraire la nécessité d'en voir et de travailler avec elle. Vous l'avez dit pour l'Italie notamment. En matière de plans, c'est un des plus grands bénéficiaires et peut difficilement s'en passer. Mais une des thématiques qui a beaucoup occupé au plan européen ces derniers temps et qui a été évoquée aussi dans une éventuelle réforme des traités, c'est la question de la réforme de l'article 7 sur la question de la démocratie, sur la Pologne, la Hongrie. C'est des sujets qui ont tout de même traversé la discussion européenne. Est-ce qu'on trouve un moyen, par réformer les traités, pour sortir de ce blocage de l'article 7 ? Alors, oui, parce que si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe en Hongrie et en Pologne, ils vont être obligés de manger leur chapeau, en tout cas, parce qu'ils ont compris que s'ils voulaient obtenir les fonds européens du plan de relance, donc la Hongrie et la Pologne n'y ont pas droit pour non-respect d'état de droit. Pas pour les mêmes raisons, mais les Polonais, après avoir tergiversé, sont en train de revenir sur la réforme de la justice. Et donc là, il y a en effet une pression de l'Union européenne. On est membre, on n'est pas content, mais à un moment donné, il faut rentrer dans le rang parce que le mauvais petit canard, sinon il n'a pas les sous. Et les Polonais sont un des principaux récepteurs des fonds européens. C'est le plus grand pays de l'élargissement de 2004. Et parce que la population polonaise est très européenne. Et s'il n'y a plus de fonds européens, le gouvernement polonais va devoir expliquer pourquoi il n'y a pas de fonds européens. Et pareil pour la Hongrie, pour d'autres raisons. C'était pas du tout le même sujet de la réforme de la justice. Mais Orban, tout poutino, testéroné qu'il est, etc., étant celui qui fait souvent
tourner en rond et à l'absence de consensus, il est en train de rentrer dans le rang, et les premières réformes, il y en a 17, la première réforme a été présentée au Parlement, a été votée. Parce que tout simplement, il sera le dernier, si les Polonais ont les sous, et il n'a pas envie d'être le seul et unique, etc. Et on a parlé de la Suède et de l'Italie. La Suède a un gouvernement depuis ce matin où le parti d'extrême droite n'est pas au gouvernement. Voilà. Alors, il sera peut-être dans la ligne politique, il y aura peut-être, en effet, il est nécessaire pour avoir la majorité, et peut-être que sur des questions liées à la migration et sur d'autres sujets, les partis qui sont au gouvernement ont accepté des choses, on verra. Et quant à l'Italie, je rappelle que pour l'instant, quand bien même l'histoire de la future présidente du Conseil italien, si elle est nommée, c'est quand même qu'elle n'est pas anti-européenne primaire, comme l'était Marine Le Pen chez nous. Elle n'a jamais dit qu'elle voulait sortir de l'euro, elle a toujours soutenu l'Ukraine, et donc il y a quand même, il faut lire les choses entre les lignes, parce que ça n'est pas elle n'a pas dit qu'elle ferait qu'elle renverserait la table complètement. Donc il faudra voir ce qu'elle fait comme politique. Bien entendu, il faudra être très vigilant. C'est un grand pays, c'est un pays fondateur, donc il faudra regarder tout ça. Enfin, on a quand même eu la dernière fois la Salvini et les Cinque Stelle, donc on a quand même eu un gouvernement qui était quand même pas terrible, excusez-moi, et qui est tombé au bout de 2 ans. Bon, donc voilà, il faut quand même. C'est pas la première fois que l'Italie serait avec un gouvernement qui serait. Et donc là, il faut regarder exactement ce qui va se passer. Et donc, pour contrer en effet ces tendances de la population à voter pour des partis qui sont un peu, ça veut dire qu'il faut faire davantage de pédagogie, d'expliquer ce que fait l'Europe, que y ait en effet des mots plus simples, et donc montrer l'efficacité, Oui, mais moi je veux bien le midday briefing. Moi je veux bien le midday briefing. Ça ferait très plaisir aux journalistes. Est-ce qu'on en parle dans les médias? Enfin, ailleurs qu'à Bruxelles, on parle de rien. Je préférais qu'il y ait moins de midday briefing, mais que de temps en temps, Madame von der Leyen ou les autres viennent pour parler d'un sujet majeur, et qu'ils parlent devant toutes les télés, etc., et que ça vienne jusque dans le téléviseur du truc. Donc je sais bien, pour la première fois, le discours sur l'état de l'Union a été télévisé sur la chaîne publique française. C'était un grand truc. Voilà. Donc on commence à avoir un effet. Mais voilà, il faut parler aux citoyens. Donc il faut parler aux citoyens à la télé ou dans des autres trucs. Sinon, en effet, ça reste dans une bulle. Et donc, c'est Bruxelles. Alors donc c'est Bruxelles, et donc on sait pas ce qui se passe. Et puis moi, il y a des fonds européens autres que le plan de relance. C'est géré par les régions, chez nous en France. Vous savez, vous, ce qui se passe et qui est financé par l'Europe, là près de chez vous? Non. Mais pourquoi on communique pas? Ça, c'est pas la faute de l'Europe. C'est la faute, en effet, normalement, c'est les régions. Vous allez dans certains pays, il y a marqué financé par l'Union européenne, en gros, etc. L'Italie. Ouais. L'Italie, voilà. Ils ont même des drapeaux européens sur tous les bâtiments publics. Vous en avez un sur le ministère de l'Agriculture? Sur l'agriculture en France, c'est aussi un ministère. C'est le seul qu'on n'a pas. Je crois que c'est le seul. La proximité, qu'est-ce que fait l'Europe près de chez moi? Ça aussi, c'est quelque chose qui mériterait peut-être qu'on communique davantage, et que les gouvernants et les régions disent en effet ce qui est fait avec les crédits européens pour près de chez soi. Juste là, tu poses la question d'un Erasmus des élus, parce qu'enfin, franchement, c'est la responsabilité des élus locaux, c'est la responsabilité des élus nationaux, et il devrait y avoir quand même une sorte de formation obligatoire parce que la vérité, c'est que même certains ministres qui sont en charge, ils savent pas comment ça fonctionne. Donc, arrêtons de... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut... c'est pas très difficile, c'est franchement pas très difficile. Et puis et les médias, il faut les former aussi de manière beaucoup plus massive. Alors il y a eu des efforts qui sont faits, on met dans leurs fiches de paye à France Télévisions maintenant des indicateurs pour faire qu'ils parlent d'Europe, etc. Mais enfin, il y a d'autres manières de faire, quoi. L'Europe, en fait, c'est l'école de la complexité. On est dans un monde complexe, et tout le monde dans lequel on est avec toutes ces chaînes info, c'est le monde de la simplification. Et donc le sujet, c'est aussi de l'éducation civique à la complexité du monde et des choses, parce que une fois qu'on fait ça, l'Europe, ça devient naturel, c'est une articulation, et les gens sont suffisamment... On est dans un monde où jamais les gens n'ont été aussi éduqués dans l'histoire de l'humanité, et ils se passionnent pour des problèmes extrêmement complexes, mais en politique, tout est simplifié. Et donc je pense qu'il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles, et il faut que le politique articule
de manière simple la complexité, parce que il prouvera qu'il comprend dont quoi il parle. Les problèmes simples s'énoncent les problèmes complexes peuvent s'énoncer de manière simple. Mais ça demande beaucoup de travail et c'est pas populaire à l'heure où il faut parler à tous, tout le temps, dans tous les médias. Voilà. Juste un mot sur Madame von der Leyen et son discours sur l'état de l'Union. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut pas plus de conférences de presse le midday, hein, le matin ou le midi. Il faut plus de paroles directes pour les citoyens. Mais qu'est-ce qu'elle a dit dans son discours sur l'état de l'Union? Elle a parlé 40 minutes sur l'Ukraine et sur l'aide à l'Ukraine et sur la guerre, etc., la solidarité. Et elle a abordé la réforme des institutions pendant 1 ou 2 minutes et elle n'a pas fait de grandes promesses. C'est ça ce que je voulais aussi reproduire un peu dans mon statement au début. Alors, la réalité à Bruxelles, c'est qu'on ne parle pas, malheureusement, des réformes des institutions et de la conférence sur le futur de l'Europe. On n'en parle plus. C'est pratiquement, ça a disparu des agendas. On parle que de l'Ukraine, des armes, des sanctions, de l'argent pour l'Ukraine qu'on n'a pas d'ailleurs, parce que ça, non, on va, c'est déjà. Il faut emprunter pour avoir de l'argent sur l'Ukraine. C'est dans l'agenda de la Commission pour 2023 que la Commission a publié aujourd'hui. Il faut une réforme des finances du budget européen parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Alors, il n'y a pas assez d'argent dans les poches de l'Europe. Mais on parle que de ça. Et ça me frustre. C'est pour ça que j'ai pris un autre discours que vous, peut-être. Parce que dans les faits, dans la pratique, à Bruxelles et dans les institutions, au Parlement, c'est pareil d'ailleurs. Hein. On ne parle pas des citoyens. On ne parle pas de la récession. On ne parle pas de l'inflation. On ne parle pas des sanctions. On parle que de la guerre et comment on peut vaincre le vilain Poutine. Mais parce que Poutine... Et c'est lui le bouc émissaire pour tout. Et ça n'est pas vraiment une condition... pour faire une réforme de l'Europe qui a ses propres maux et ses propres problèmes. Hein. On n'en parle plus, malheureusement. Simplement, l'Europe n'avait pas d'ennemis jusqu'au 24 février, elle a découvert qu'elle en avait. Donc c'est vrai que ça change un peu la donne. Comme nous montrer que, quelque complexe qu'elle soit, l'Union européenne a aussi ses simplismes. Quant à communiquer le complexe, on peut dire qu'effectivement, en même temps qu'on tient compte d'un facteur, il faut tenir compte d'un autre facteur, mais on n'est pas toujours certain de voir l'adhésion des foules de la rue. Mais en tout cas, je crois que cette discussion est extrêmement intéressante. Nous sommes partis avec cette idée que peut-être ou peut-être pas, il fallait réformer les traités. Alors, la force des institutions, tout de même, l'exemple que Pascal a utilisé sur l'Italie montre que les institutions sont extrêmement importantes, qu'avec 25% des voix en France, on a le président de la République, la majorité absolue, et le Premier ministre entre les deux. En Italie, c'est beaucoup plus compliqué et il peut sortir des choses très différentes. Cela dit, il me semble qu'il ressort de cette discussion que finalement, il y a peu d'espace politique pour une réforme des traités dans un avenir proche. Alors, pour le juriste que je suis, évidemment, c'est un petit peu désolant, puisque tout dépend des traités, des institutions et des constitutions. Et elle s'en approche un peu un jour, ces réformes des traités, ce que pourrait être une constitution. Mais enfin, la nécessité fait la loi, en quelque sorte. L'école de l'imagination est aux commandes. On voit qu'avec ce qui existe, on arrive à faire finalement beaucoup de choses. Et en réalité, les difficultés politiques auxquelles nous sommes confrontés, eh bien, probablement, l'Europe saura les surmonter sans réforme des traités, mais en réformant ses pratiques, et c'est déjà quelque chose qui nous pousse à l'optimisme. Et alors l'optimisme, eh bien, c'est la fierté européenne. Et en sortant, vous pourrez trouver ce petit opuscule, à la fois dense et synthétique, qui est en vente à la sortie de la salle. N'hésitez pas. Très bien. Eh bien, écoutez, il est 21h. Je crois que nous avons utilisé le temps qui nous était imparti. Donc, merci aux uns et aux autres pour les éclairages, les éclaircissements que vous avez apportés. Très bonne soirée à tous.